Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin à notre émission La pensée et les hommes. Nous allons évoquer aujourd'hui une question sociale et morale extrêmement importante, la question de la discrimination. Je vous retrouve dans un instant avec mes invités après notre générique. Pour évoquer la question de la discrimination, j'ai deux invités. D'abord le professeur Édouard Delruel, vous êtes philosophe, vous enseignez à l'Université de Liège, mais vous êtes surtout le nouveau directeur du Centre pour l'égalité des chances. Puis j'ai un autre universitaire comme invité, le professeur Albert Martens. Vous êtes sociologue de formation et professeur émérite à la catholique Universität Leuven. Ma première question, elle s'adresse à l'un et à l'autre. Qu'est-ce que c'est que la discrimination? Qu'est-ce que l'on fait quand on discrimine quelqu'un? Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, c'est très simple, si je peux commencer. Discriminer, c'est traiter de façon plus défavorable quelqu'un sans raison justifiée, c'est-à-dire sur base de sa race, de son orientation sexuelle, de sa langue, de ses convictions politiques, religieuses. Alors, je ne vais pas tout vous énumérer, mais en Belgique, il y a 18 motifs de discrimination. Bon. Alors, on peut peut-être faire des catégories dans les 18 motifs. Alors, ce qu'on fait classiquement, c'est les discriminations raciales, d'un côté, sur prétendue race, couleur de peau, origine ethnique, et puis les discriminations dites non raciales, l'orientation sexuelle, le genre. Qu'est-ce que vous entendez par là? Oui, c'est ça. Alors, orientation sexuelle, c'est l'homophobie, par exemple. Oui. Le genre, évidemment, c'est homme-femme. Ce n'est pas le centre qui s'en occupe, c'est un institut indépendant. Enfin, nous sommes évidemment solidaires de ces combats-là, mais également sur base de l'âge. On vous refuse un logement parce que vous êtes trop âgé, un boulot parce que vous êtes trop âgé. La santé, évidemment. Le handicap, alors santé actuelle ou future, parce qu'il y a des maladies dégénératives. Les caractéristiques physiques. On ne peut pas discriminer quelqu'un parce qu'il a une caractéristique... Parce qu'il est trop grand. Parce qu'il est trop grand, voilà, ou trop petit. Trop grand pour vous, trop petit pour moi. Bon. Sur l'état de fortune aussi, on ne peut pas refuser un logement pour à quelqu'un qui a des revenus faibles, par exemple. Oui, mais le propriétaire, lui, peut quand même s'informer sur les capacités d'un locataire potentiel d'acquitter normalement son loyer. Tout à fait. Bon, donc, il y a chaque fois il y a des contrepoints, en quelque sorte. Tout à fait. Et surtout, il y a des différences qui peuvent être faites. On ne peut évidemment pas discriminer, par exemple, sur la couleur de peau, mais si vous devez faire un film et que vous avez besoin d'un acteur noir, évidemment, vous allez prendre un blanc, ça c'est clair. Donc, la loi est pleine de bon sens. Alors, il y a les discriminations directes, comme celle que je viens de dire. On refuse, par exemple, un appartement à un couple parce qu'il est homosexuel. Le propriétaire dit non, je préfère un couple traditionnel. La loi l'interdit en Belgique, donc il y a discrimination et c'est évidemment interdit. Puis, ce qu'on appelle les discriminations indirectes, alors on ne va pas entrer dans les détails, mais c'est lorsque le propriétaire ou l'employeur, un peu plus finaux, met des conditions telles qu'il y a une catégorie de population qui ne peut pas avoir accès aux biens ou aux services ou au logement. On dit, pour du personnel d'entretien, on dit, parce qu'on n'a pas trop envie que ce soit des personnes de couleur, on dit, eh bien, il faudra tel diplôme, il faudra être bilingue, etc. Voilà. C'est une discrimination indirecte, c'est également punissable. Donc voilà, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des directives européennes qui interdisent les discriminations et il y a des lois belges et que les lois belges vont plus loin que les directives européennes. Nous sommes à la pointe dans le domaine législatif. Maintenant, la mise en œuvre, c'est encore autre chose. Je pense à la question des langues. La loi belge, la loi en Flandre, impose la connaissance du néerlandais à certaines personnes qui souhaitent obtenir un logement social. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous estimez que c'est une discrimination? Bon, alors,
vous prenez quelque chose qui est tout de suite C'est un peu tout à fait difficile. d'actualité, hein, nous sommes dans l'actualité. Tout à fait. Alors je vous dis, en plus que le Centre pour l'égalité des chances n'est pas compétent pour les langues, pas pour les langues. voilà, D'accord. parce que c'est tellement compliqué en Belgique. Maintenant, sur la question de fond, là on a quand même un avis et le Centre est quand même pas d'accord. C'est-à-dire que, pour une bonne et simple raison, c'est que la plupart des gens qui demandent un logement social, ils ne demandent pas mieux que d'apprendre la langue, hein. Le problème, c'est qu'il n'y a pas suffisamment d'offres pour l'enseigner, la langue en question, en l'occurrence le néerlandais. Donc on oblige les gens, on met une condition supplémentaire pour avoir un logement, il faut connaître le néerlandais ou apprendre le néerlandais, mais il n'y a pas suffisamment de profs pour l'apprendre. Donc déjà, si la région flamande mettait à la disposition les profs nécessaires, ça irait mieux. Mais on est là vraiment dans quelque chose qui... Mais quelque chose qui est ressenti comme du racisme, je pense notamment aux communes dites à facilité, où les gens sentent ça comme une atteinte raciste. On est ici vraiment dans des motifs de discrimination, effectivement. Un peu belgo-belge, hein, je sais bien. Belgo-belge, tout à fait. Il y a la langue, les langues et les convictions politiques, peut-être parfois aussi les convictions religieuses, mais c'est important. Je veux dire, hein, je ne dis pas que ce n'est pas important, mais dans sa grande sagesse, je ne vais pas botter en touche, enfin je vais quand même un petit peu le faire, dans sa grande sagesse, le législateur a dit, ce n'est pas le Centre pour l'égalité des chances qui va s'occuper des discriminations du point de vue langue, on va créer un institut, un organisme indépendant, mais il n'a pas encore vu le jour. Ah d'accord, j'allais justement vous poser la question, parce que je ne savais pas qu'il y en avait un, mais vous me dites qu'il n'a pas, il n'a pas encore vu le jour. Et donc, simplement pour dire, sur tous ces motifs-là, le Centre pour l'égalité des chances, on fait d'information, on fait des formations, des plans de diversité dans les entreprises, des avis et recommandations, mais aussi on aide les plaignants. C'est-à-dire que si les gens sont, ça très concrètement, si les gens sont victimes de discrimination dont je viens de dire, ou voient une discrimination sans appeler à la délation du tout, mais peuvent signaler une discrimination, eh bien, ils peuvent faire appel au centre et ça n'ira pas spécialement au procès. Dans 95% des cas, on règle ça par la médiation, par la conciliation. Vous répondez à ma question avant que je vous la pose. Donc, vous observez, vous constatez où on vous rend compte d'une discrimination. Qu'est-ce que vous faites? Vous dites il y a des procédures d'évaluation de la question, de négociation de la question, et en dernier lieu, à un stade ultime éventuel, vous portez plainte devant les tribunaux. Alors bon, expliquez-moi un peu comment les choses se passent dans le concret. Donc vous observez quelque chose, on vous témoigne, on rend témoignage, vous convoquez les parties. Voilà, on nous téléphone, on nous écrit, on vient lors des permanences, via le site, enfin tout ça est très accessible et très simple. Première chose que nous faisons évidemment, c'est d'écouter le point de vue de la partie adverse. L'employeur, le patron de discothèque qui a refusé quelques jeunes, l'entrée à des jeunes, etc. Bon, on écoute d'abord la partie adverse. Et souvent, ça c'est important de le dire, souvent les gens, les employeurs, les propriétaires ne savent pas qu'ils ont discriminé. Ils ne sont pas au courant. Ils ne s'en rendent pas compte eux-mêmes. Voilà. Alors là, on donne une information et ça se règle à l'amiable. Parfois, ils acceptent les conseils, les avis qu'on leur donne. Oui, bien souvent, il ne faut pas faire une image négative de nos concitoyens qui sont là toujours à vouloir discriminer avec l'intention de le faire. Maintenant, il y en a qui le font et qui mettent en place des procédés, et là, évidemment, c'est inacceptable. Mais 95% de nos différends se règlent par la médiation, par la conciliation, on essaie d'arranger les choses. Mais le centre prend ses responsabilités lorsque vraiment un employeur a discriminé. Je vous donne un exemple tout à fait concret. Une entreprise de sécurité qui refusait d'embaucher des gens d'origine turque maghrébine en arguant que les clients ne pourraient pas... n'auraient pas confiance en quelque sorte. Confiance que leur système de sécurité soit placé par des gens d'origine étrangère. C'est bien une discrimination, on est en plein dedans. L'employeur n'a dans un premier temps rien voulu entendre, on est allé jusqu'au procès, l'employeur a évidemment été condamné. Ce qui est intéressant dans la morale de l'affaire, c'est qu'après, l'employeur s'est rendu compte que c'était évidemment très mauvais pour son image d'avoir été condamné. Il perdait des marchés publics, etc. Donc il est revenu vers nous en disant, écoutez, ça va, j'ai compris, aidez-nous à faire un plan de diversité.
Donc là, on est parti dans le processus inverse. Donc vous voyez, on est toujours dans la négociation, dans la persuasion. Et puis il y a, avec les syndicats, avec les employeurs, avec les secteurs, de voir, et ça c'est quelque chose que M. Martens connaît mieux, le marché de l'emploi, il y a des tas de choses pour faire bouger les mentalités. Il y a l'application de la loi, ça c'est une chose, et puis il y a faire bouger les mentalités pour que toute la société se mette en place pour une société plus égale et plus diverse. Alors vous parlez de personnes physiques qui pratiquent la discrimination ou de sociétés commerciales. Est-ce qu'il arrive aux institutions publiques, c'est-à-dire à l'État, de pratiquer la discrimination? Est-ce que l'on a attaqué l'État belge, les communautés, les régions, sur des faits de discrimination? Je pense que ça a déjà dû arriver, mais dans ce cas-là, vous savez, c'est de la discrimination qui a été soit involontaire, soit qui est le fait d'une commune ou d'une école. On n'est pas compétent pour les régions et communautés, mais enfin, on transmet quand même. Mais ça peut arriver, je veux dire. Ça peut arriver, bien sûr. Je pose la question, c'est pas une chose arriver. impossible. Et j'imagine que les centres fermés, etc., toutes ces réalités qui sont extrêmement choquantes, il faut bien le dire, ces questions-là arrivent chez vous. Les gens viennent se plaindre qu'un tel et un tel a été incarcéré ou a été détenu et pas un autre. On est dans un domaine un peu différent, qui est celui des droits fondamentaux des étrangers, que le centre a aussi pour mission. Mais est-ce que c'est une discrimination d'écarter un étranger plutôt qu'un autre, par exemple, en fonction de sa nationalité? Il y a évidemment des critères qui sont très durs en Belgique, il faut quand même le dire, et donc effectivement, des gens se retrouvent dans les centres fermés qui ne devraient pas s'y trouver, ou s'y trouvent dans des conditions... ou dans des conditions inégalitaires. Voilà. Un citoyen d'un certain pays s'y trouve, un citoyen du même pays ne s'y trouve pas. Alors pourquoi? J'imagine que ce sont des questions qui se posent. L'histoire de l'individu, mais enfin, effectivement, nous avons une grande vigilance par rapport aux droits fondamentaux dans les centres fermés. On a beaucoup parlé cet été de l'histoire de la petite Angelica, de cet enfant incarcéré dans un centre fermé. C'est une réalité en Belgique. Nous avons dit très clairement que nous étions contre la présence d'enfants dans les centres fermés et qu'il fallait d'ailleurs peut-être s'interroger sur le dispositif même des centres fermés. Ceci sans préjuger qu'on réponde positivement ou négativement. Nous, ce qui est important dans cette question-là, c'est qu'on ait des chiffres, qu'on ait une bonne connaissance, qu'on se défasse des stéréotypes, puisque vous venez sur la question de l'immigration de 2 minutes, qu'on n'ait pas l'image d'une Belgique comme ça envahie par des hordes d'immigrés, alors que nous en avons relativement peu en Belgique. Oui, mais c'était pas ça la question à laquelle je songeais. La question à laquelle je songeais, c'était par rapport à ces personnes qui sont dans l'immigration, dans le phénomène migratoire, on sent qu'il y a des disparités de traitement. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi les autorités publiques, disons, acceptent telle chose et refusent telle autre, acceptent telle personne ou telle situation et refusent telle autre. Et le citoyen ordinaire que je suis ne comprend pas. C'est ça. Vous vous posez la question de l'arbitraire. De l'arbitraire de l'État. Voilà. Bon, il y a déjà quand même beaucoup de choses qui ont été améliorées, il faut être honnête et il faut le dire. Il existe aujourd'hui des procédures avec de véritables juridictions pour statuer sur le sort des personnes étrangères. Mais il y a, parce que c'est toujours le droit régalien de l'État, on est dans l'exercice aussi de la violence d'État, de la souveraineté de l'État. Oui, il y a la loi. Oui, tout à fait. Mais je dis qu'il y a un résidu tenus d'observer, d'obéir à la loi. Bien sûr. Il y a une loi. Bien sûr. Il y a une loi sur ces questions-là. Bien sûr, oui. Il y a même tout un dispositif très compliqué qui a encore été revu dernièrement. Je veux simplement dire de façon très concrète qu'il y a évidemment des lois, il y a des procédures. La Belgique est un État de droit et on ne peut pas dire qu'on traite donc dans l'ensemble, on applique la loi. Les personnes étrangères. Oui, bien sûr. Ce qu'il y a, c'est que ces lois sont, très compliquées, très compliquées. Deuxièmement, les portes de l'immigration sont tellement étroites qu'on est tout le temps dans des situations grises avec des gens qui ne sont pas tout à fait dans la loi, mais pas tout à fait en dehors non plus. Bon, les journaux sont pleins de ces cas de gens qui sont depuis de très longues années, qui sont irréguliers, mais qui ont un travail. Enfin bref. Donc ça, c'est la deuxième chose qu'on peut dire. Et puis, il y a un résidu d'arbitraire, parce que le ministre de l'Intérieur continue à avoir un droit sur certains dossiers. Ce que nous disons, c'est que ce pouvoir discrétionnaire du ministre est peut-être tout à fait légitime. C'est légal, oui. Tout à fait légitime, mais il ne doit pas être arbitraire. Ça ne doit pas être à la tête du client. Oui, voilà, c'est ce que nous disons.
On ne peut pas dire qu'on soit en Belgique à la tête du client, mais la principale difficulté, ce sont des lois extrêmement compliquées pour les étrangers d'abord, même pour ceux qui les appliquent, et puis des portes tellement étroites de l'immigration qu'elles génèrent des tas d'effets pervers et qu'il faudrait peut-être prendre les choses avec un peu plus de lucidité et avec une vision un peu plus à long terme. On va parler du droit du travail tout de suite avec le professeur Martens, mais encore une question, la question des handicapés. Nous connaissons tous dans nos familiers, dans nos proches, des gens qui ont des handicaps et qui se plaignent des difficultés énormes qu'ils rencontrent dans les institutions publiques, les bibliothèques publiques, les écoles, les gares, les stations de métro, les difficultés qu'ils rencontrent pour accéder à la rame de métro, à l'école, à la bibliothèque, etc. Est-ce que vous intervenez dans ça? Oui, on intervient. C'est un de nos gros dossiers, même tout à fait prioritaire, qui est la revendication de l'accessibilité intégrale, ce qu'on appelle l'accessibilité intégrale, c'est-à-dire de penser notamment les bâtiments, imaginons les nouveaux bâtiments, afin qu'il y ait une accessibilité intégrale des handicapés, notamment des personnes à mobilité réduite partout. Bon, on est loin du compte. Mais il faut quand même dire qu'en Belgique, il y a eu une véritable prise de conscience. Une émission comme Cap 48, 11 ans avant, a fait beaucoup de ce point de vue-là dans la prise de conscience. Donc la prise de conscience, elle est là. La sensibilité des gens aux problèmes des handicapés, elle est là. Maintenant, d'un point de vue pratique, je peux vous dire, hier, puisque je suis un navetteur qui fait Liège-Bruxelles tous les jours, nous avons trouvé une personne non-voyante sur le quai qui attendait depuis plusieurs minutes et personne n'était venu la chercher alors que la gare avait été prévenue, etc. Bon, on va signaler cela gentiment à la gare des Guillemins à Liège qui bon, j'espère, fera un petit peu mieux la prochaine fois. Mais c'est pour vous dire... Il y a des transformations pour l'instant, il faut leur laisser un peu le temps de s'adapter. Peut-être, mais c'est pour dire que, évidemment, de la part de la personne handicapée, c'est un droit fondamental de pouvoir circuler, de pouvoir prendre le train tous les jours. De pouvoir travailler aussi. De pouvoir travailler. Et c'est un droit fondamental de pouvoir exiger ce qu'on appelle des aménagements raisonnables. Raisonnables, évidemment. On ne va pas obliger un pauvre propriétaire à refaire complètement sa cage d'escalier pour permettre... Bon. Mais lorsque l'aménagement est raisonnable, c'est un droit, et lorsqu'on ne fait pas l'aménagement raisonnable, c'est une discrimination. Donc le législateur considère que la société doit faire l'effort pour rendre accessible les bâtiments, les professions, le poste de travail aux personnes handicapées, malvoyantes ou à mobilité réduite ou malentendantes, ou qui ont des problèmes de santé, qui sont, je pense à l'épilepsie par exemple, qui est parfaitement compatible avec une vie professionnelle. Mais l'employeur a peur, se dit, ah là, comment est-ce que je vais gérer ça? C'est parfaitement gérable, moyennant quelques aménagements raisonnables. Sur les handicapés, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Les employeurs sont conscients, les syndicats sont conscients, il y a des plans qui sont faits. Et donc, bon, c'est un des secteurs où on peut être optimiste, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire. Oui, mais il y a l'âge aussi. Les employeurs ne veulent pas engager une personne qui a 40, 45, 50 ans. Et ils ne savent pas encore que c'est une discrimination. Et on voit tous les jours des petites annonces pour un emploi 40 ans maximum, 45 ans, pas plus. Et ça, c'est illégal. Ça, c'est illégal. C'est totalement illégal. C'est-à-dire que ce n'est justifiable que s'il y a de bonnes raisons, des raisons tout à fait impératives, que l'emploi soit occupé par une personne jeune. Même les arbitres de basket, on est en train de dire, attention, c'est peut-être pas... Vous avez des arbitres de 40, 45 ans qui sont encore en pleine forme physique et qui peuvent parfaitement encore faire leur boulot. Donc, effectivement, l'âge est une discrimination, que ce soit trop jeune ou trop vieux, est une discrimination qui n'est pas acceptable. Pas seulement à l'embauche, d'ailleurs, c'est aussi à la sortie. Nous savons bien qu'il y a des industriels, qu'il y a de grandes maisons de commerce, qu'il y a des banques qui se défont de leur personnel, des personnes qui arrivent à 45, 50 ans, on les met sur des voies de garage ou on les licencie pour ne pas devoir payer des traitements trop importants. Tout à fait. On est là à la limite aussi de questions économiques difficiles et compliquées. Je ne voudrais pas dire que c'est facile à régler tout ça, parce que les entreprises... On peut comprendre ça comme une discrimination. Le fait qu'une entreprise dise à un de ses salariés, voilà, écoutez, vous avez atteint 50 ans, c'est trop vieux pour nous, salut, voilà votre prépension ou vos émoluments. Quand c'est dit comme vous le dites, évidemment, et c'est ça le fond
d'interdire une discrimination sur base de l'âge, c'est évidemment ça le fond, c'est qu'il est inacceptable qu'on dise à quelqu'un, écoutez, vous bossez très bien, etc., mais vous coûtez un peu cher, vous êtes un peu vieux, allez, du balai, au revoir. Non, ce n'est pas acceptable dans une société démocratique. Maintenant, il y a des problèmes économiques qu'il faut résoudre. Il y a des postes de travail où l'âge pose un problème. Donc, je veux dire, il faut aussi garder du bon sens. Il faut aussi avoir un sens de la négociation, de la conciliation. Mais fondamentalement, de mettre une offre d'emploi en disant plus de 50 ans s'abstenir, c'est une discrimination. Alors vous avez bien étudié d'assez près, Albert Martens, le monde du travail. Alors, vos réflexions, vos réactions par rapport à ce que nous avons dit, Édouard Delruel et moi, à propos des discriminations dans le monde du travail. Si vous voulez, j'aimerais bien aborder cette question, mais après un petit détour. C'est qu'il faut bien se rendre compte que nous vivons, dans la manière de percevoir la démocratie, la justice, l'équité, un tournant. C'est-à-dire qu'on a connu la démocratie politique, qui était déjà une avancée terrible, à partir de 1789, la séparation des pouvoirs, les droits de l'homme, etc. Néanmoins, on a dû constater qu'à travers tout le XVIIIe et surtout le XIXe siècle, cette démocratie politique n'était pas capable de résoudre les tensions qui existaient sur le marché du travail, entre capital et travail. Et donc, on a dû tolérer, accepter et reconnaître l'organisation du capital et l'organisation du travail qui entrent en dialogue, qui font toute une série de conventions collectives, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle la démocratie économique et sociale, dont, je dirais, les grands moments ont été fixés, surtout après la Deuxième Guerre mondiale. On arrive maintenant à une troisième révolution dans la perception de la démocratie, c'est la perception des identités. Les identités. L'identité femme, l'identité homosexuelle, l'identité aussi de son appartenance, de sa religion, de ses orientations. Et comment arriver à résoudre ces problèmes d'équité et de justice, parce que bien sûr, les porteurs d'une identité vont se dire « nous sommes discriminés, nous n'avons pas été », et bon, c'est manifeste pour les femmes, surtout quand on regarde le marché du travail. Il y a 40 ans, l'écart des salaires hommes-femmes était de 40%, il est réduit maintenant entre 10 et 20%, 15%. Mais on est sur le bon chemin, là, on va vers une réduction encore plus étroite. Si les femmes acceptent que dans 30 ou 50 ans, ça veut dire les petits-enfants des femmes actuelles acceptent cette lenteur dans la répartition des emplois, dans la répartition des responsabilités et des rémunérations, oui, on est sur le bon chemin. Mais je crains que les femmes s'impatientent. Vous me paraissez très pessimiste. Moi, il me semble que le mouvement est en marche, quoi. Vous dites d'ici 30, 40, 50 ans. Le tout dépendra aussi de la mobilisation. Ça veut dire qu'on se trouve aussi dans des groupes sociaux qui se mobilisent, qui s'organisent. Et au niveau de l'Europe, je constate que les femmes sont relativement bien organisées et font pression sur la Commission et sur le Parlement européen pour obtenir une série de directives qui sont alors d'application dans toutes les lois. Et ce qu'on accepte comme volontarisme. C'est-à-dire qu'on voit que pour les femmes ou pour les handicapés, par exemple, la société admet qu'on force les employeurs et autres acteurs à faire des efforts. Nous sommes dans le monde du travail, les immigrés sont moins bien positionnés que les femmes. Tandis que certaines identités ethniques ou communautaires, par exemple, la population, la société n'est pas encore prête à faire, alors ne parlons même pas de quotas, mais ce qu'on appelle les actions positives et autres, alors que pour les femmes, c'est considéré comme relativement légitime. Et ça pose la question de qu'est-ce que la société est prête à accepter comme volontarisme politique, comme sanction, comme dispositif ou autre. Mais c'est une question que je pose. Ici, je ne donne aucune solution en particulier. La question qu'on aborde lorsqu'on a le marché du travail, c'est qu'on connaît les nationaux, et on connaît les étrangers. Seulement, le problème des nationaux... De toute façon, les étrangers ne sont pas tous étrangers au même titre non plus. Nous sommes en Europe. Les communautaires, les extra-communautaires. Et on constatera que, je dirais, la connotation étranger va devenir de plus en plus des communautaires parce que les autres acceptent de changer de nationalité. La catégorie de population qui ont le plus changé de nationalité en Belgique, c'est, par ordre de gradation, c'est la population marocaine, la population d'origine turque et la population d'origine africaine. Elles sont devenues belges. Le problème, c'est que l'employeur qui se trouve devant de tels Belges a un comportement tout à fait différent que s'il a un Belge qui vient du nord ou aussi du pays. Oui, et s'il se trouve devant un Japonais,
il n'aura pas du tout la même interprétation, vision, image. Oui, mais c'est relativement résiduel. Alors qu'avec les personnes d'origine maghrébine ou d'origine turque, Oui. ce sont des Belges nés en Belgique. Oui, mais c'est ce que je qui ont voulais fait dire. tout ça. Le Oui. japonais, il est vraiment étranger, alors là, il la vient de très loin. discrimination, oui, d'accord, Il mais- est très visible physiquement, Oui, mais et il ne sera pas discriminé. Mais nous parlons ici pourtant, Oui, oui. donc nous ne parlons même pas des étrangers, nous parlons ici de ce qu'on appelle les primo-arrivants, on parle de Belges qui sont nés ici, qui ont la nationalité belge, qui sont d'origine étrangère Oui. et qui vont être discriminés. Alors Oui. ça, c'est quand même important de mesurer ça, de savoir dans quelle proportion c'est le cas. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là pour corriger? Jusqu'où va-t-on pour corriger? Faut-il mettre des quotas? Faut-il simplement faire des incitants? Faut-il simplement évaluer? Enfin, ça, vous avez, je crois, plusieurs pistes aussi, mais c'est ça la question politique, non? Non, me semble-t-il. La question politique, c'est ou bien on arrive à des mesures extrêmement rigoureuses, comme par exemple le Canada, qui est inscrit dans des contrats avec des entreprises qu'ils doivent appliquer le contract compliance, ils doivent respecter la loi sur Employment Equity Act, sur les minorités qui doivent être mesurées dans leurs entreprises et ils doivent voir l'évolution s'ils respectent la structure de la population démographique de la région où ils se trouvent. Et ça concerne les femmes, ça concerne les minorités reconnaissables, donc essentiellement peuples colorés, ça concerne les personnes handicapées et ça concerne les Inuits, enfin les premières générations de Canadiens qu'il y avait. Et là, il y a des mesures extrêmement sévères qui s'impliquent là-dessus. Il y a moyen de résoudre le problème, le tout c'est de le vouloir. Eh bien, on va rester sur cette conclusion. Le tout, dites-vous, est de le vouloir. Il y a des discriminations, mais vous luttez, vous, Édouard Delruel, et votre Centre pour l'égalité des chances, vous luttez au quotidien. Nous vous remercions pour votre action. Je vous remercie à l'un et à l'autre d'avoir été à notre émission d'aujourd'hui. Mademoiselle, monsieur, merci beaucoup. À très bientôt.